Accueille Axel May sur ce plateau pour le journal de l'économie. Rebonjour Axel. Bonjour. Vous revenez sur la situation tendue en Iran. On l'a dit, les contestataires dénoncent la situation économique, mais cette économie iranienne va-t-elle si mal finalement ? En fait, la situation est paradoxale. La rue manifeste, mais l'économie a tendance à s'améliorer depuis l'arrivée au pouvoir du président Hassan Rouhani en 2013, qui a été réélu il y a quelques mois. L'accord sur le nucléaire iranien est passé par là et une partie des sanctions pesant sur l'économie du pays ont été levées, comme la possibilité d'exporter à nouveau le pétrole. Le pays n'est plus en récession, la croissance est là, même si les chiffres divergent selon les sources. Par exemple, le gouvernement prévoit 6,5 de croissance, 6,5 de croissance l'an prochain, en 2018, contre 3,8% selon les prévisions du Fonds monétaire international. Des indicateurs économiques, vous le disiez, qui posent question en Iran. Oui, prenons comme autre indicateur le taux de chômage et l'inflation. Le taux de chômage, il est de 12,5. Il s'agit d'estimations basses. La jeunesse est particulièrement touchée. Le chômage toucherait plus d'un jeune sur 4 en Iran, alors que les jeunes sont plutôt diplômés. Quant à l'inflation, environ 10% cette année. Vous vous dites, c'est énorme comme inflation. Cette même inflation, eh bien pas tant que ça, parce que cette même inflation était de 50% il y a 4 ans. Les Iraniens ont donc retrouvé de facto du pouvoir d'achat. Tout dépend de la manière dont on regarde les chiffres, même si c'est vrai, dans le même temps, Rouhani a pris des mesures d'austérité pour réduire le déficit budgétaire. On pourrait donc résumer la situation en Iran ainsi: plus qu'une crise économique, c'est une crise des attentes en Iran. La population attend sans doute beaucoup plus de bénéfices économiques, de la levée des sanctions consécutives, cette levée des sanctions à l'accord de 2015. Voilà donc pour la situation en Iran. Axel, zoom à présent sur la Mauritanie, où le changement d'année a été couronné d'un changement de monnaie. Oui, un peu comme en son temps, il y a eu l'ancien franc qui est devenu le nouveau franc. L'ouguiya mauritanien a perdu 1-0. Explication, Sophie Samaï. Elle a le même nom, mais plus la même valeur. Entrée en vigueur ce 1er janvier, la nouvelle monnaie mauritanienne perd 1-0 par rapport à l'ancienne. 10 ouguiyas ont désormais le même pouvoir d'achat que 100 anciens ouguiyas, alors que sur le marché international, 1 euro vaut 42 ouguiyas contre 420 l'an passé. Un calcul simple que les utilisateurs de cette banque de la capitale accueillent avec le sourire. Les clients sont effectivement très réceptifs au changement de monnaie et on avait par exemple au niveau de l'agence Tevarzena une vingtaine de clients qui étaient là à minuit pour récupérer cette nouvelle monnaie. C'est bon pour nous, les prix vont baisser. Auparavant on te disait 10 000 ou 20 000 pour un produit. Désormais on te dira 800 ou 700. Vraiment content de tout ça, de participer à cette histoire, une vraie histoire de la Mauritanie, la première monnaie qui va se changer. Nouvelles pièces, nouveaux billets, mais aussi nouvel étiquetage dans les magasins et nouvelles factures. Tout est à revoir, mais selon le gouvernement, cette réforme devrait permettre à l'ouguiya de reprendre sa place dans les transactions financières, de réduire la quantité de monnaie en circulation et de protéger le pouvoir d'achat. Le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie l'a assuré. Il ne s'agit pas d'une dévaluation, mais bien d'une nouvelle monnaie. Alors à noter tout de même qu'avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle monnaie, une flambée des prix a été observée en Mauritanie. La farine, les pâtes, les médicaments ou encore le ciment, pour ne citer que ces produits, ont été touchés par cette hausse des prix. Et Axel, aujourd'hui nous sommes le 2 janvier, premier jour de l'année pour les bourses mondiales. C'est la clôture en Asie et l'ouverture en Europe. Oui, comment les bourses ont-elles entamé 2018 après avoir signé une très bonne année 2017, une année record. À Paris, par exemple, le CAC 40 a signé une progression de 9,26% en 2017, meilleure performance depuis 4 ans. Le CAC, indice vedette de la bourse parisienne, qui, pour l'anecdote, a fêté ses 30 ans le 31 décembre. Alors, vous le découvrez, découvrons ensemble ces bourses européennes à l'ouverture. Le CAC 40 continue sur une bonne dynamique, plus 0,1% à l'ouverture, tandis que à Londres et en Allemagne, les bourses sont en petite baisse. En Asie, c'était la clôture et tout s'est clôturé dans le vert ou le bleu, comme j'ai coutume de le dire, puisque c'est le bleu qui a été choisi sur France 24 pour illustrer les valeurs positives. Notez que le Nikkei restera fermé jusqu'à demain. Vous allez maintenant me faire très plaisir en parlant de football. Axel, le mercato hivernal a ouvert ses portes.
Oui, il a ouvert ses portes hier. Il s'agit par essence d'un mercato qui est moins animé que le mercato estival, puisque c'est en pleine saison ce marché des transferts qu'il survient. Cela dit, est-ce que le mercato hivernal 2018 sera actif? C'est la question, car avant même son ouverture, Liverpool a annoncé, c'était le 27 décembre, l'arrivée pour un montant estimé à 84 millions d'euros de Virgil van Dijk, un défenseur néerlandais. Le défenseur le plus cher de l'histoire. Le défenseur le plus cher de l'histoire et surtout relativement peu connu. La première ligue anglaise profite de ses droits télé vendus à prix d'or. En Espagne, le FC Barcelone reste soucieux de se renforcer après le départ de Neymar au PSG, tandis que Paris devrait se séparer de certaines de ses vedettes afin de se mettre en conformité cet hiver avec les règles du fair play financier. Les clubs de Ligue 1, pour mémoire, avaient dépensé 156 millions d'euros pour acheter des joueurs l'hiver dernier. Ils avaient vendu pour un peu moins de 40. On verra donc à la fin du mois de janvier ce bilan du mercato hivernal 2018. Merci beaucoup Axel, c'était le journal de l'économie.